Mon mari Guillaume lui permet habituellement d'obtenir tout ce qu'elle veut. Elle s'accroche à lui quelques secondes de plus avant de se reculer et de demander de sa voix la plus douce si elle peut inviter des amis à dormir ce soir puisqu'ils viennent de rentrer et que tout le monde lui a tellement manqué. Guillaume la regarde et j'observe son visage traverser environ 5 émotions différentes avant qu'il ne secoue la tête et lui dise « Non, pas ce soir. Vous devez d'abord vous réinstaller. » Le sourire de Manon se fige sur son visage comme si elle n'était pas sûre de l'avoir bien entendu. Ses sourcils se froncent et sa bouche s'entr'ouvre un peu. Puis ses yeux se plissent légèrement alors qu'elle étudie le visage de Guillaume pour essayer de comprendre ce qui est différent chez lui. Elle me regarde comme si je l'avais peut-être poussé à faire ça, puis regarde à nouveau Guillaume. Et je peux voir son cerveau travailler sur les stratégies possibles pour changer sa réponse. Elle n'en essaie aucune cependant, elle hoche juste la tête lentement et se dirige vers les escaliers sans ses disputes ou ses larmes habituelles. Corentin entre ensuite en portant son sac à dos et le laisse tomber en plein milieu du salon avant de se diriger vers la cuisine. C'est quelque chose qu'il fait tous les jours, et normalement c'est moi qui le ramasserai pendant que Guillaume passerait devant sans le remarquer. Cette fois, Guillaume appelle Corentin d'une voix ferme qui nous immobilise tous les deux, Corentin et moi. Corentin se retourne, l'air confus, et Guillaume pointe le sac à dos sur le sol. Il dit à Corentin de le mettre dans sa chambre où est sa place, pas de le laisser là pour que quelqu'un trébuche dessus. Corentin regarde son père comme s'il parlait une autre langue, puis me jette un coup d'œil pour voir si je vais intervenir d'une manière ou d'une autre. Comme aucun de nous ne bouge, il revient lentement sur ses pas, ramasse son sac à dos et le monte à l'étage. Son visage montre qu'il a compris que quelque chose d'important a changé, mais il ne sait pas encore quoi, ni si c'est permanent. Le dîner ce soir-là donne l'impression que nous marchons tous sur des œufs en attendant que quelqu'un les casse. J'ai fait des spaghettis parce que c'est facile et que je suis épuisé par tout ça. Et les enfants s'assoient à table, utilisant réellement leurs serviettes au lieu de s'essuyer les mains sur leur chemise. Manon enroule soigneusement ses pâtes autour de sa fourchette et Corentin coupe ses boulettes de viande en petits morceaux, tous deux observant Guillaume du coin de l'œil. À mi-repas environ, Manon prend un morceau de brocoli avec ses doigts et je vois son bras reculer légèrement comme si elle s'apprêtait à le lancer. La fourchette de Guillaume s'arrête à mi-chemin de sa bouche et il prononce le nom de Manon en guise d'avertissement. Elle se fige avec le brocoli à la main et le regarde, testant pour voir s'il est sérieux. Quand son expression ne change pas, elle jette quand même le brocoli contre le mur, pensant probablement qu'il en rira comme toujours. Le brocoli frappe le mur et laisse une petite tache de beurre avant de tomber au sol. Guillaume pose sa fourchette très soigneusement et dit à Manon d'aller nettoyer ça tout de suite. Elle commence à sourire comme si c'était une blague, mais le visage de Guillaume reste sérieux. Elle demande pourquoi elle doit nettoyer et Guillaume répond parce qu'elle l'a jeté là. Le sourire de Manon disparaît et elle repousse sa chaise assez fort pour qu'elle racle le sol. Elle marche lourdement jusqu'au mur, ramasse le brocoli et essuie la tache avec sa serviette, mais cela ne fait qu'étaler le beurre. Guillaume lui dit d'aller chercher un essuie-tout mouillé dans la cuisine et de le faire correctement. Le visage de Manon devient rouge et ses yeux se remplissent de larmes, mais Guillaume ne cède pas. Elle va à la cuisine, prend l'essuie-tout, nettoie le mur. Puis Guillaume lui dit d'aller dans sa chambre pour le reste du dîner. Manon me regarde comme si j'étais censé la sauver, mais je prends juste une autre bouchée de mes spaghettis. Elle court à l'étage et claque sa porte assez fort pour que la maison tremble. Une fois les enfants couchés, Guillaume s'assoit sur le canapé, fixant le vide, les mains pendant entre ses genoux. Je m'assois à côté de lui et attends qu'il dise quelque chose. Il demande finalement d'une voix calme si c'est ce que la parentalité est censée être, si c'est censé être aussi dur et épuisant. Je lui dis, oui, c'est exactement ce que ça fait. C'est dur et ingrat, et tu dois le faire chaque jour sans abandonner. J'explique que c'est pour ça que j'ai été si en colère de le voir choisir la voie de la facilité en leur donnant tout ce qu'ils voulaient et en ne leur faisant jamais face à aucune conséquence. Guillaume hoche lentement la tête et dit qu'il a toujours pensé qu'être un bon parent signifiait rendre ses enfants heureux, s'assurer qu'ils ne se sentent jamais mal ou contrariés. Je lui dis, ce n'est pas être parent. C'est juste éviter les conflits. Et ça n'aide pas les enfants à apprendre à gérer la vraie vie où ils ne peuvent pas toujours avoir ce qu'ils veulent. Le lendemain matin, je suis dans la cuisine en train de faire du café quand Manon descend en portant un de mes gilets par-dessus son pyjama. Elle l'a fait des dizaines de fois auparavant, elle va juste dans mon placard et prend ce qu'elle veut sans demander. Je suis sur le point de dire quelque chose quand Guillaume entre dans la cuisine et s'arrête net en voyant ce que porte Manon. Il lui demande si c'est à moi, et Manon hausse les épaules et dit qu'elle avait froid. Guillaume lui dit de monter, de l'enlever et de s'excuser auprès de moi pour avoir fouillé dans mes affaires sans permission.
Manon a l'air choquée et dit, c'est juste un pull. C'est quoi le problème? Guillaume se répète avec cette même voix ferme que la veille au soir, et le visage de Manon passe par la colère, l'incrédulité, puis quelque chose proche de la peur. Elle enlève le gilet juste là dans la cuisine, le jette sur le comptoir et marmonne désolé, avant de courir à l'étage. Guillaume ramasse le gilet et me le tend soigneusement comme si c'était quelque chose de précieux. Je le prends et sens cette petite étincelle d'espoir dans ma poitrine que peut-être il est vraiment capable de changer. Que peut-être les 2 dernières semaines ont réussi à l'atteindre d'une manière que 3 ans de mes plaintes n'ont jamais pu faire. 3 jours plus tard, l'école appelle pendant que je travaille à la maison et que Guillaume est au bureau. Le directeur dit qu'ils ont besoin que Guillaume vienne tout de suite parce que Corentin a dit à son professeur que son père était méchant avec lui maintenant et qu'il avait peur de rentrer à la maison. Mon estomac se noue parce que je sais exactement ce que fait Corentin, utiliser les mêmes tactiques de manipulation qui ont toujours fonctionné auparavant. J'appelle Guillaume et lui dis ce que le directeur a dit. Il reste silencieux un long moment, puis dit qu'il quitte le travail tout de suite pour aller à l'école. 2 heures plus tard, Guillaume rentre à la maison et son visage est tendu par la colère d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Il me dit que le directeur et le conseiller scolaire l'ont fait asseoir, voulant savoir s'il y avait des problèmes à la maison. Guillaume a dû expliquer qu'il avait été trop laxiste avec les enfants pendant des années, et qu'il mettait enfin en place des règles et une discipline normale. Le conseiller a demandé des exemples précis, et Guillaume leur a parlé du sac à dos, du brocoli, des vêtements empruntés, toutes ces petites choses normales qu'apparemment Corentin a transformées en disant que son père était méchant et effrayant. Le directeur a dit qu'il devait prendre ces choses au sérieux, mais il pouvait dire d'après les exemples de Guillaume qu'il ne faisait rien de mal. Guillaume leur a dit d'appeler Karine s'il voulait une confirmation sur les problèmes de comportement. Il est en colère d'une manière dont je ne le pensais pas capable envers ses enfants, comme s'il voyait enfin à quel point il le manipulait depuis le début. Ce soir-là, Guillaume fait asseoir Corentin à la table de la cuisine et lui demande pourquoi il a dit à son professeur qu'il avait peur de rentrer à la maison. Les yeux de Corentin se remplissent immédiatement de larmes, et il dit d'une voix tremblante qu'il ne le pensait pas comme ça. Il était juste contrarié de devoir faire des corvées et s'est sorti tout seul. Guillaume n'adoucit ni son expression ni son ton. Il dit à Corentin que mentir au professeur et au conseiller en disant avoir peur à la maison est grave, que les gens pourraient avoir de sérieux problèmes pour ce genre d'accusation. Corentin pleure plus fort et dit qu'il est désolé, il ne le refera plus. Et normalement, c'est là que Guillaume le prendrait dans ses bras et lui dirait que ce n'est pas grave. Cette fois, Guillaume reste assis et laisse Corentin pleurer. Il explique que les fausses accusations ont de graves conséquences et que Corentin vient de perdre ses privilèges de jeux vidéo pour 2 semaines parce que mentir sur des questions de sécurité n'est pas quelque chose qu'ils peuvent ignorer. Les pleurs de Corentin s'arrêtent brusquement et il fixe Guillaume comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Le choc de Corentin se transforme rapidement en colère et il se lève de table si fort que sa chaise bascule en arrière. Il hurle qu'il veut aller vivre chez sa mère à plein temps si Guillaume va être comme ça. C'est clairement destiné à blesser Guillaume et à le faire paniquer et supplier Corentin de rester. Guillaume hoche simplement la tête calmement et dit que c'est d'accord. Ils peuvent appeler Karine tout de suite et en discuter avec elle et la thérapeute familiale. Le visage de Corentin devient pâle parce que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il est censé menacer de partir et Guillaume est censé s'excuser, retirer la punition et promettre d'être plus gentil. Guillaume sort son téléphone et commence vraiment à composer le numéro de Karine. Corentin dit « Attends » d'une voix paniquée, et Guillaume le regarde avec son doigt toujours au-dessus du bouton d'appel. Corentin marmonne que peut-être il ne veut pas vivre avec sa mère à plein temps. Peut-être qu'il était juste en colère. Guillaume pose son téléphone et dit à Corentin que menacer de partir chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut ne marchera plus, donc il ne devrait le dire que s'il le pense vraiment. Notre deuxième séance de thérapie a lieu 2 jours plus tard, et cette fois, Karine nous rejoint en appel vidéo depuis son appartement. La thérapeute demande à Karine de décrire comment les enfants se comportent chez elle par rapport à ce qu'elle a entendu sur leur comportement chez Guillaume. Karine dit que chez elle, les enfants font leurs devoirs sans qu'on le leur demande. Ils débarrassent leurs assiettes après les repas. Ils suivent des règles de base parce qu'elle a toujours eu des conséquences s'ils ne les suivaient pas. Elle explique que lorsque Corentin ou Manon essaient leurs tactiques habituelles chez elle n'entre pas dans leur jeu dramatique, elle applique simplement la conséquence convenue à l'avance. La thérapeute demande à Guillaume ce que ça fait d'entendre que ses enfants sont tout à fait capables de bien se comporter, mais ont choisi de ne pas le lui montrer. Le visage de Guillaume fait cette chose compliquée où il a l'air blessé, en colère et embarrassé tout à la fois. Guillaume admet à la thérapeute qu'il se sent stupide et trahi,
comme si ses propres enfants s'étaient joués de lui pendant des années et que tout le monde pouvait le voir sauf lui. Sa voix se brise un peu quand il dit qu'il pensait être un bon père en ne les contrariant jamais, mais qu'en réalité il leur apprenait juste que la manipulation fonctionne mieux que l'honnêteté. La thérapeute hoche la tête et note quelque chose dans son carnet. Elle dit à Guillaume que les enfants réagissaient à l'environnement qu'il avait créé, où obtenir ce qu'ils voulaient était plus facile par la manipulation que par une communication honnête. Elle dit que cela en fait un schéma qu'il peut changer plutôt qu'un défaut de caractère chez les enfants eux-mêmes. Guillaume me regarde et je vois qu'il comprend enfin ce que j'essaie de lui dire depuis 3 ans. Les enfants ne sont pas mauvais. Ils font juste ce qui fonctionnait dans le monde que Guillaume a créé pour eux. Maintenant, il doit créer un monde différent avec des règles différentes, et ça va être dur et inconfortable pour tout le monde jusqu'à ce que les nouveaux schémas s'installent. Ce soir-là, Manon rentre de chez Karine et sautille dans la cuisine, demandant si elle peut aller à la fête d'anniversaire de Léa samedi. Guillaume lève les yeux de son café et demande si elle a fini ses corvées du week-end comme ils en avaient discuté. Le visage de Manon devient inexpressif pendant une seconde, puis elle dit qu'elle les fera demain. Guillaume secoue la tête et lui dit que la règle est, les corvées d'abord, les activités ensuite. Donc, si elles ne sont pas faites samedi matin, elle ne peut pas aller à la fête. L'expression de Manon passe de la confusion à la colère en environ 2 secondes. Elle commence à hurler que ce n'est pas juste, que j'ai tout gâché, que j'ai monté son père contre elle, et que maintenant il est méchant tout comme moi. Guillaume se lève et lui dit calmement qu'il n'est pas méchant, qu'il est un parent, et que la règle s'applique qu'elle le veuille ou non. Manon se jette par terre, donnant des coups de pied et hurlant comme un tout petit, criant qu'elle nous déteste tous les deux et veut vivre avec sa mère pour toujours. Je regarde le visage de Guillaume, m'attendant à ce qu'il cède comme toujours, pour la réconforter et promettre qu'elle pourra aller à la fête de toute façon. Au lieu de cela, il dit à Manon qu'elle peut aller dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle soit prête à parler respectueusement, et si elle n'est pas calmée dans 30 minutes, elle perdra aussi son temps d'écran pour la soirée. Manon me regarde comme si j'étais censé intervenir et la sauver. Je hausse juste les épaules et lui dis qu'elle a entendu ce que son père a dit. Elle se relève précipitamment et court dans sa chambre, claquant la porte si fort qu'un cadre tombe du mur du couloir. Guillaume se rassied en tremblant et me demande s'il a bien fait. Je lui dis, oui, c'était exactement ça. Et il a réellement imposé une limite sans reculer. Il passe ses mains dans ses cheveux et dit que c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, la regarder pleurer et ne pas arranger les choses immédiatement. Environ 40 minutes plus tard, Manon sort de sa chambre les yeux rouges et demande doucement si elle peut toujours aller à la fête si elle fait toutes ses corvées demain matin. Guillaume lui dit oui, et elle hoche la tête et retourne dans sa chambre sans un autre mot. Après son départ, Guillaume vient me trouver dans la chambre où je plie du linge. Il s'assoit au bord du lit et fixe ses mains pendant 1 minute. Puis il me dit qu'il comprend maintenant pourquoi j'étais si en colère et désespéré. Il dit, regardez Manon hurler que j'avais tout gâché alors qu'il restait là à faire respecter une simple limite lui a montré exactement ce avec quoi je vivais depuis 3 ans. Chaque fois qu'il cédait pour arrêter les pleurs ou la manipulation, je devais regarder et savoir qu'il choisissait leur confort au détriment de ma santé mentale. Il dit qu'il a honte qu'il ait fallu que sa maison soit détruite et que ses enfants soient hors de contrôle pour qu'il voie enfin ce que je lui disais depuis le début. La séance de thérapie suivante a lieu le jeudi après-midi et la thérapeute nous dit qu'elle veut commencer à inclure les enfants dans les séances familiales, mais d'abord elle a besoin de les rencontrer séparément pour comprendre leur point de vue. Elle programme des rendez-vous individuels avec Corentin et Manon pour la semaine suivante. Quand ces séances ont lieu, la thérapeute nous appelle Guillaume et moi après pour discuter de ce qu'elle a appris. Elle nous dit que les 2 enfants se sont plaints que leur père a changé soudainement et qu'ils ne comprennent pas pourquoi il est si strict maintenant. Manon a apparemment pleuré pendant la majeure partie de sa séance en disant qu'elle voulait juste retrouver son gentil papa. Corentin a dit à la thérapeute que rien de ce qu'ils font n'est plus assez bien et qu'ils marchent sur des œufs tout le temps. La thérapeute observe nos visages alors qu'elle transmet cette information et je sens Guillaume se tendre à côté de moi. Elle explique que du point de vue des enfants, leur comportement a parfaitement fonctionné pendant des années et puis soudainement ça n'a plus marché, sans avertissement ni explication qu'ils pouvaient comprendre. Elle recommande que nous ayons une réunion de famille où Guillaume explique clairement ce qui a changé et pourquoi, plutôt que de simplement réagir à chaque incident au fur et à mesure. Elle dit que les enfants ont besoin de comprendre que les nouvelles règles ne sont pas aléatoires ou destinées à les punir, mais qu'elles leur enseignent en fait des compétences qu'ils auraient dû apprendre il y a des années. Nous programmons la réunion de famille pour dimanche après-midi quand tout le monde sera à la maison. Guillaume passe le samedi soir à écrire ce qu'il veut dire et à s'entraîner avec moi. Dimanche arrive et nous nous asseyons tous dans le salon,
les enfants sur un canapé l'air méfiant et Guillaume et moi sur l'autre. Guillaume commence par leur dire qu'il a fait de graves erreurs en tant que parent en ne leur apprenant pas les limites et en les laissant s'en tirer avec des comportements qui blessaient d'autres personnes. Manon l'interrompt immédiatement en disant qu'elle n'a jamais blessé personne. Je prends la parole avant que Guillaume ne le puisse et lui parle de mes vêtements détruits qu'elle a découpés avec des ciseaux, de mes fichiers de travail effacés qui m'ont coûté une promotion, de l'argent volé dans mon sac à main, et des mensonges qu'elle a racontés à l'école qui auraient pu me valoir une enquête pour maltraitance. Le visage de Manon devient rouge et elle dit que c'était juste des erreurs ou qu'elle ne savait pas. Guillaume secoue la tête et lui dit fermement qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait et qu'il aurait dû l'arrêter la première fois au lieu de lui trouver des excuses. Corentin intervient en essayant de défendre sa sœur, disant que tout n'était que des accidents ou des malentendus. Guillaume le regarde droit dans les yeux et dit « Non, c'était des choix avec des conséquences que j'ai échoué à traiter à l'époque. » Il dit à Corentin que voler de l'argent, mentir sur les devoirs et vendre son déjeuner à l'école n'étaient pas des accidents. C'étaient des actions délibérées que Corentin a faites parce qu'il savait que papa ne le punirait pas vraiment. Les enfants se regardent avec cette expression que je n'arrive pas tout à fait à lire. Peut-être qu'ils réalisent que leur front uni pour jouer les innocents ne va plus fonctionner maintenant que Guillaume voit clair dans leur jeu. Guillaume sort une feuille imprimée du dossier à côté de lui et leur dit que c'est une liste de règles de la maison et de conséquences qu'il a créées avec l'aide de la thérapeute. Il lit chaque règle lentement pendant que les enfants sont assis là, de plus en plus tendus. Pas de mensonges, pas de vol, pas de destruction de biens. Les corvées doivent être terminées avant les privilèges. Les devoirs passent avant le temps d'écran. Un langage respectueux est requis. Manon commence à pleurer avant même qu'il ne soit à la moitié de la liste et dit « Ce n'est pas juste ». Guillaume reste calme et lui dit que juste ne signifie pas que tout le monde obtient ce qu'il veut. Cela signifie que tout le monde suit les mêmes règles et fait face aux mêmes conséquences lorsqu'il les enfreint. La première semaine des nouvelles règles est un chaos total. Manon oublie de faire ses corvées chaque jour et fait semblant d'être choquée quand elle perd ses privilèges. Corentin répond constamment, testant si Guillaume va vraiment appliquer les conséquences. Tous deux essaient de nous monter Guillaume et moi l'un contre l'autre comme ils le faisaient avant, lui disant que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas dit ou me disant qu'il a promis quelque chose qu'il n'a pas promis. Guillaume les attrape en train de le faire 2 fois et ajoute des conséquences supplémentaires pour mensonge. Le mercredi, Manon a été privée de temps d'écran pendant 3 jours d'affilée parce qu'elle continue d'enfreindre les règles et que Guillaume continue d'appliquer les conséquences. Elle fait une crise au dîner en pleurant qu'elle veut juste que les choses redeviennent normales. Guillaume lui dit que c'est la nouvelle norme et qu'elle doit ajuster son comportement au lieu d'attendre qu'il abandonne. Jeudi soir, je trouve Guillaume assis sur le porche arrière, l'air épuisé. Il me dit que c'est tellement plus dur qu'il ne le pensait, que chaque fois que les enfants pleurent ou semblent sincèrement blessés par une conséquence, il a envie de laisser tomber. Je m'assois à côté de lui et lui rappelle que l'inconfort temporaire des limites vaut mieux qu'un dysfonctionnement à long terme. Il admet qu'il se sent comme un mauvais père quand ils sont contrariés, comme s'il les laissait tomber en les rendant malheureux. Je lui dis que c'est parce qu'ils mesuraient le succès par leur bonheur au lieu du développement de leur caractère. Être un bon parent signifie leur apprendre à fonctionner dans le monde réel, pas les protéger de chaque sentiment inconfortable. Il hoche lentement la tête et dit qu'il sait que j'ai raison, mais cela va à l'encontre de tous ses instincts. Je lui dis que ses instincts ont été mal entraînés par des années de facilité, et maintenant il doit les réentraîner en faisant la chose difficile de manière cohérente jusqu'à ce que cela devienne naturel. 2 semaines après le début du nouveau système, Corentin se fait attraper en train de voler de l'argent dans le portefeuille de Guillaume. Guillaume le trouve dans sa chambre en train de compter des billets de 20 € et demande où il les a eus. Corentin essaie de mentir et de dire que Guillaume les lui a donnés, mais Guillaume sait exactement combien il y avait dans son portefeuille ce matin-là. L'instinct immédiat de Guillaume est de trouver des excuses. Je peux le voir sur son visage. Il commence à dire que peut-être Corentin avait besoin d'argent pour le déjeuner ou quelque chose pour l'école. Puis il s'arrête au milieu de sa phrase et applique réellement la conséquence sur laquelle il s'était mis d'accord. Il dit à Corentin qu'il a perdu ses privilèges de téléphone pour une semaine parce que le vol n'est pas négociable. Corentin commence à pleurer, à supplier et à promettre qu'il ne le refera plus jamais. Guillaume prend le téléphone de toute façon et sort de la chambre avant de pouvoir changer d'avis. Je descends le lendemain matin et trouve Corentin assis sur le sol du salon, fixant le mur où son téléphone charge habituellement. Il est sans téléphone depuis 12 heures et on dirait qu'il est en véritable manque. Guillaume passe devant lui pour prendre un café et Corentin bondit pour le suivre dans la cuisine. J'entends la voix de Corentin devenir plus forte, disant qu'il a besoin de son téléphone pour l'école, que tous ses amis s'inquiètent probablement pour lui,
que cette punition est trop sévère pour avoir juste emprunté un peu d'argent. La voix de Guillaume reste égale alors qu'il rappelle à Corentin que voler n'est pas emprunter, et que la conséquence a été clairement expliquée. Corentin change de tactique et commence à pleurer, disant qu'il est désolé et qu'il a appris sa leçon, et peut-il s'il vous plaît récupérer le téléphone maintenant. Je reste dans le couloir à écouter parce que c'est le test de Guillaume, et j'ai besoin de voir s'il va vraiment tenir bon. Guillaume dit à Corentin qu'être désolé c'est bien, mais que les conséquences ne disparaissent pas juste parce qu'on s'excuse. Les pleurs de Corentin deviennent plus forts et plus désespérés. Le genre de sanglots théâtraux qui faisait céder Guillaume immédiatement. J'entends Guillaume poser sa tasse de café et marcher vers le salon. Et pendant une seconde, je pense qu'il va céder. Au lieu de cela, il passe juste devant Corentin et vient me trouver dans le couloir. Il a l'air épuisé mais déterminé et me demande si je peux emmener les enfants à l'école parce qu'il a besoin d'une minute. Après les avoir déposés et être revenu, Guillaume est assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Il me dit que c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite en tant que parent, regarder Corentin s'effondrer et ne pas arranger les choses pour lui. Je m'assois en face de lui et attends qu'il continue de parler. Il dit que pendant des années, il pensait qu'être un bon père signifiait rendre ses enfants heureux, les protéger de se sentir mal, résoudre tous leurs problèmes avant même qu'ils ne ressentent l'inconfort. Maintenant, il réalise qu'il leur apprenait en fait que la manipulation fonctionne et que les conséquences n'existent pas. Il lève les yeux vers moi et dit, prendre ce téléphone et le garder, même quand Corentin sanglotait, a semblé être la première vraie décision parentale qu'il ait prise depuis des années. Les 3 jours suivants sont bizarres parce que Manon devient soudainement la fille parfaite. Elle fait ses corvées sans qu'on le lui demande, propose d'aider pour le dîner, complimente ma tenue, me demande comment s'est passée ma journée au travail. Guillaume et moi échangeons des regards à travers la table du dîner parce que nous savons tous les deux que quelque chose se prépare. Le 3e jour de ce comportement angélique, Manon entre dans le salon où Guillaume et moi regardons la télévision et s'assoit entre nous. Elle pose sa tête sur l'épaule de Guillaume et lui dit qu'elle pensait au fait qu'elle n'a pas eu de nouveaux vêtements depuis une éternité et que toutes ses amies ont de meilleures affaires qu'elle. Guillaume hoche la tête et dit, d'accord, on pourra aller faire du shopping bientôt. Manon se redresse en souriant et dit, super. Quand est-ce qu'on peut y aller? Et elle a toute une liste de magasins qu'elle veut faire et elle aura besoin de sa carte de crédit parce qu'elle n'est pas sûre de combien tout cela coûtera. J'observe attentivement le visage de Guillaume alors qu'il assimile ce qui se passe. L'ancien Guillaume aurait tendu son portefeuille et lui aurait dit de s'amuser. Ce Guillaume marque une pause et je peux le voir se souvenir de la séance de thérapie où la thérapeute a mis en garde contre exactement ce schéma. Les enfants qui ont été autorisés à manipuler essaient souvent d'être extra sages juste avant de demander quelque chose d'important, testant si les nouvelles limites sont réelles ou s'ils peuvent encore contourner le système. Guillaume dit à Manon qu'il est content qu'elle ait été serviable ces derniers temps et qu'ils pourront certainement aller faire du shopping. Mais ce sera le mois prochain après que son bon comportement aura été constant pendant un certain temps et ils fixeront un budget raisonnable à l'avance. L'expression douce de Manon se fissure immédiatement. Elle demande ce qu'il entend par budget raisonnable, et Guillaume dit qu'ils détermineront un montant qui couvre ce dont elle a réellement besoin, pas tout ce qu'elle veut. La voix de Manon devient tranchante alors qu'elle fait remarquer qu'il la laissait acheter tout ce qu'elle voulait avant, et que ce n'est pas juste. Guillaume reste calme et explique que beaucoup de choses changent parce que l'ancienne façon de faire ne fonctionnait pas. Manon part en trompe dans sa chambre et j'entends sa porte claquer. Guillaume me regarde et demande s'il a bien géré ça. Je lui dis que la thérapeute serait fière parce qu'il vient de reconnaître la manipulation et ne l'a pas récompensée. Karine m'appelle directement 2 jours plus tard, ce qui me surprend car nous ne parlons généralement que par l'intermédiaire de Guillaume pour la logistique des enfants. Elle a l'air fatiguée et dit que les enfants se sont plaints sans arrêt des nouvelles règles chez nous. Apparemment, ils ont demandé s'ils pouvaient vivre avec elle à plein temps parce que papa est méchant maintenant et que tout est différent et qu'ils n'aiment pas ça. Je demande ce qu'elle leur a dit, et Karine rit, un vrai rire sincère, et dit qu'elle leur a dit que sa maison a les mêmes règles et qu'ils ne peuvent pas échapper aux attentes en changeant de maison. Elle me dit que Corentin a essayé d'argumenter qu'elle les laissait faire tout ce qu'ils voulaient. Et Karine a dû lui rappeler son tableau de corvée, ses exigences en matière de devoirs et la fois où elle a puni Manon pendant une semaine pour avoir menti. Les enfants ont apparemment eu l'air choqués, comme s'ils avaient oublié que leur mère les éduque vraiment. Karine dit que c'est la première fois en 8 ans depuis le divorce qu'elle et Guillaume sont réellement sur la même longueur d'onde concernant les enfants. Elle me remercie pour tout ce que j'ai fait pour enfin réveiller Guillaume. Elle dit qu'elle l'a regardé être la maison amusante et permissive pendant des années, tandis qu'elle devait être la stricte.
Et le voir enfin s'imposer comme un vrai coparent au lieu d'être l'endroit où les règles n'existent pas signifie que les enfants pourraient avoir une chance de bien tourner. Notre séance de thérapie de couple cette semaine-là est séparée des séances familiales avec les enfants. La thérapeute me regarde directement et pose une question autour de laquelle elle tourne depuis des semaines. Elle veut savoir si je veux vraiment rester marié à Guillaume. La pièce devient silencieuse et je sens Guillaume se tendre à côté de moi sur le canapé. Je prends une respiration et lui dis honnêtement que je ne sais pas. Guillaume change sa façon d'éduquer, applique les conséquences et me soutient pour la première fois en 3 ans. Mais je ne sais pas si je peux pardonner 3 ans à être manipulé et non soutenu. 3 ans à voir mes vêtements détruits, mon travail saboté et à être traité de trop strict pendant que Guillaume trouvait des excuses pour tout. 3 ans à avoir l'impression de devenir folle parce qu'il refusait de voir ce qui se passait juste sous ses yeux. La thérapeute hoche la tête et demande ce qui devrait se passer pour que j'envisage même de rester. Je lui dis que j'ai besoin de voir si ces changements tiennent ou si Guillaume retombe dans ses travers la première fois que les enfants résistent vraiment. J'ai besoin de savoir que ce n'est pas juste de la culpabilité et de la honte temporaire qui s'estomperont une fois la maison réparée et les choses calmées. J'ai besoin de le voir maintenir des limites quand c'est difficile, pas seulement quand il a encore peur de ces 2 semaines seul. Guillaume prend la parole alors et sa voix tremble. Il dit à la thérapeute qu'il comprend si je veux divorcer, qu'il ne m'en voudrait pas après tout ce qu'il m'a fait subir, mais il espère que je lui donnerai une chance de prouver que les changements sont permanents, pas juste une réaction à la crise. La thérapeute demande à quoi cela ressemblerait, et j'y réfléchis pendant une longue minute. Je leur dis que j'ai besoin d'au moins 6 mois de suivi constant avant de pouvoir même envisager si la confiance peut être reconstruite. 6 mois où il me soutient quand les enfants agissent mal, applique les conséquences sans que j'aie à le pousser, est un véritable partenaire dans l'éducation au lieu d'un autre obstacle. 6 mois où il choisit notre mariage plutôt que de protéger les enfants de leur propre comportement. Guillaume hoche la tête et dit « Je peux faire ça. Je vais le faire. » La thérapeute nous rappelle à tous les deux que 6 mois est juste le point d'évaluation, pas une garantie, et nous devons tous deux être préparés à quelle que soit la décision qui viendra à la fin de cette période. 1 mois passe avec le nouveau système en place et l'école appelle. Guillaume répond et j'observe son visage changer alors qu'il écoute la personne à l'autre bout du fil. Il les remercie et raccroche l'air stupéfait. Je demande ce qui s'est passé et il me dit que c'était le professeur de Corentin qui appelait avec des retours positifs. Elle dit que le comportement de Corentin s'est visiblement amélioré au cours du mois dernier. Il rend ses devoirs régulièrement, participe plus en classe, et elle voulait reconnaître que quels que soient les changements qui se produisent à la maison, ils font une réelle différence. Guillaume reste juste là à tenir son téléphone et je peux voir ses yeux s'humidifier. Il s'assoit lourdement sur le canapé et me dit qu'il n'avait jamais réalisé à quel point son éducation permissive faisait des dégâts au-delà de notre maison. Il pensait que tant que les enfants semblaient heureux et qu'il évitait les conflits, tout allait bien. Il n'a pas fait le lien entre leurs problèmes de comportement à l'école ou leur tactique de manipulation avec les amis et son refus de leur donner une structure. Entendre un professeur appeler avec des éloges au lieu de plaintes lui a fait comprendre que ses enfants sont en fait capables de bien fonctionner quand ils ont des limites et que c'est lui qui les retenait toutes ces années en les protégeant des conséquences. Je m'assois à côté de lui, ressentant un mélange complexe de validation et de tristesse. De la validation parce que quelqu'un en dehors de notre maison confirme ce que je dis depuis 3 ans. De la tristesse parce qu'il a fallu qu'un professeur appelle pour que Guillaume voie vraiment l'impact plus large de ses choix. Je lui dis exactement la même chose depuis notre mariage et il me rejetait à chaque fois. Mais un professeur qu'il n'a jamais rencontré appelle une fois et soudain tout s'emboîte. Je ne dis rien de tout cela à voix haute parce que Guillaume est déjà en train de traiter suffisamment de choses, mais je le classe comme quelque chose à aborder en thérapie. Le fait qu'il ait eu besoin d'une validation externe pour me croire fait partie du problème de confiance plus large que nous traitons. Manon est invitée à une soirée pyjama le week-end suivant et vient demander la permission au lieu de simplement annoncer qu'elle y va comme elle le faisait avant. Elle se tient réellement dans l'embrasure de la porte de la cuisine et attend que Guillaume finisse ce qu'il fait avant de parler, ce qui est nouveau. Elle lui dit que son amie reçoit du monde vendredi soir et qu'elle veut y aller. Guillaume pose des questions de base comme chez qui? Les parents seront-ils là? À quelle heure doit-il venir la chercher? Manon répond à chaque question sans attitude ni roulement d'yeux. Et Guillaume lui dit, oui, tu peux y aller. Je te déposerai à 19h et viendrai te chercher à 10h le lendemain matin. Manon hoche la tête et commence à partir, puis se retourne et le remercie. Après qu'elle soit montée, Guillaume me regarde et commente à quel point cette interaction était différente de son habitude d'exiger des choses et de faire des crises quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait.
Je fais remarquer qu'avoir une structure et savoir à quoi s'attendre fait en réalité se sentir les enfants plus en sécurité, même quand ils se battent contre les limites. Manon semblait presque soulagée que Guillaume vérifie les détails et fixe une heure de retour au lieu de simplement improviser comme il le faisait avant. La thérapeute familiale nous rencontre tous la semaine suivante et commence par dire que les enfants font de réels progrès. Manon et Corentin développent tous deux de meilleures capacités d'adaptation et apprennent que la manipulation ne fonctionne plus. Mais elle nous prévient que la régression est tout à fait normale et que nous ne devrions pas interpréter un retour en arrière comme un échec de tout le système. Elle souligne que changer les schémas familiaux prend des mois ou des années, pas des semaines, et que la cohérence compte bien plus que la perfection. Il y aura des jours où Guillaume oubliera d'appliquer une règle ou cédera alors qu'il ne devrait pas. Et des jours où les enfants trouveront une nouvelle tactique de manipulation, l'important est de se remettre sur la bonne voie rapidement au lieu de laisser un faux pas se transformer en abandon de tous les changements. Elle regarde Guillaume spécifiquement et lui dit qu'il fait un travail difficile qui va à l'encontre d'années d'habitudes enracinées et qu'il devrait se féliciter pour les progrès tout en restant engagé envers l'objectif à long terme. 2 mois après cette première visite désastreuse, les parents de Guillaume reviennent à la maison. Je suis nerveuse à l'idée de les revoir parce que la dernière fois, ils ont été témoins d'un chaos total et d'un dysfonctionnement. Mais quand ils entrent, la différence est évidente. La maison est propre et réparée. Il n'y a pas de nourriture sur les murs, pas d'objets cassés éparpillés. Les enfants font leurs devoirs à la table de la cuisine au lieu de courir partout. La mère de Guillaume s'arrête dans le salon et regarde autour d'elle avec un soulagement visible sur le visage. Elle commente à quel point tout semble plus calme, comment toute l'énergie de la maison a changé. Nous nous asseyons pour prendre un café et elle interroge les enfants sur l'école et ils répondent poliment au lieu de l'ignorer ou d'être impolis. Corentin lui parle d'un projet sur lequel il travaille, et Manon mentionne qu'elle est au tableau d'honneur ce semestre. Après que les enfants soient remontés pour finir leurs devoirs, le père de Guillaume lui dit directement qu'il est fier de lui pour avoir fait le travail difficile d'être un vrai parent. Il dit que ce n'est pas facile de changer les schémas et d'admettre ses erreurs, surtout avec ses propres enfants. Mais Guillaume est présent et tient bon, et c'est ce qui compte. J'ai ouvert mon ordinateur portable ce soir-là pendant que Guillaume regardait la télé avec les enfants et j'ai affiché les annonces d'appartements dans le quartier. Le simple fait de regarder les options me faisait me sentir moins piégé, moins obligé de rester quoi qu'il arrive. J'ai fait défiler les 2 pièces près de mon bureau, calculant ce que je pouvais me permettre avec mon seul salaire. Guillaume est passé pour prendre de l'eau à la cuisine et a jeté un coup d'œil à l'écran par-dessus mon épaule. Il s'est arrêté de bouger une seconde, puis a continué vers la cuisine sans rien dire. Quand il est revenu, il s'est assis à côté de moi sur le canapé au lieu de retourner dans la salle télé. Il a demandé doucement si j'avais pris une décision concernant mon départ. Je lui ai dit honnêtement que je finissais de décider, mais que j'avais besoin de savoir que j'avais une porte de sortie si les changements ne tenaient pas. Il a hoché lentement la tête et a dit qu'il comprenait, qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que je lui fasse simplement confiance après 3 ans passés à prouver que je ne le pouvais pas. Puis il s'est levé et est retourné dans la salle télé sans essayer de me convaincre de rester ou de se mettre sur la défensive. Cette réponse signifiait en fait plus que s'il m'avait supplié. 3 mois ont passé avec Guillaume maintenant les limites et la structure de manière cohérente. Les enfants testaient encore les limites, mais moins souvent, et Guillaume ne faisait pas marche arrière même quand il pleurait ou se plaignait. Un soir, il a suggéré que nous allions dîner seuls pour parler sans les enfants ou les thérapeutes autour. Nous avons déposé les enfants chez Karine et avons conduit jusqu'à un restaurant calme à l'autre bout de la ville. Après avoir commandé, Guillaume a recommencé à s'excuser, mais cette fois c'était différent de ses excuses générales précédentes. Il a évoqué des incidents spécifiques avec des détails exacts. Il s'est excusé pour la fois où je lui ai montré mes vêtements détruits, et où il a dit que je réagissais de manière excessive au lieu de traiter le comportement de Manon. Il s'est excusé de m'avoir demandé si j'avais attrapé Manon trop fort quand elle a dit à l'école que je la frappais, au lieu de se demander pourquoi sa fille mentirait sur de la maltraitance. Il s'est excusé d'avoir donné 20 € à Corentin après l'avoir attrapé en train de voler dans mon sac, récompensant le comportement exact qui aurait dû être puni. Il a passé en revue peut-être 10 exemples spécifiques de nos 3 années ensemble. Chacun étant un moment où il avait choisi de croire la manipulation de ses enfants plutôt que mes inquiétudes légitimes. Il a dit qu'il m'avait manipulé à plusieurs reprises en me faisant douter de ma propre perception de la réalité alors que je voyais les choses clairement tout le temps. J'ai senti les larmes me monter aux yeux en l'écoutant énumérer ces moments précis parce que cela montrait qu'il comprenait vraiment ce qu'il avait fait de mal.
Je lui ai dit que ces excuses spécifiques signifiaient plus que toutes les excuses générales réunies parce qu'elles prouvaient qu'il avait réellement réfléchi à son comportement et reconnu les schémas. Il a demandé ce qu'il pouvait faire pour reconstruire la confiance entre nous. J'ai dit de continuer à faire exactement ce qu'il fait maintenant. Une éducation cohérente, me soutenir quand les enfants se comportent mal, ne pas trouver d'excuses ou d'interprétations créatives quand ils font quelque chose de mal. J'ai dit, la confiance se reconstruit par des actions dans la durée, pas par des mots ou des promesses. Il a hoché la tête et a dit qu'il continuerait d'être présent et de tenir bon aussi longtemps qu'il le faudrait. Karine m'a appelé une semaine plus tard avec une suggestion inattendue. Elle voulait que les 4 adultes se réunissent pour discuter de la coordination des règles entre les foyers. Sa sœur Roxane viendrait aussi, puisqu'elle était impliquée dans la vie des enfants et avait été témoin de leur comportement dans les 2 maisons au fil des années. J'ai accepté, même si l'idée de m'asseoir avec l'ex-femme de Guillaume et sa sœur me semblait gênante. Nous nous sommes réunis dans un café un samedi matin pendant que les enfants étaient à un anniversaire. Les premières minutes ont été tendues, tout le monde étant trop poli et formel. Puis Roxane a brisé la glace en plaisantant qu'il avait fallu que la maison de Guillaume soit détruite pour qu'il écoute enfin ces 2 femmes. Tout le monde a ri, y compris Guillaume, et l'atmosphère s'est détendue. Karine a dit qu'elle avait réfléchi au fait que les enfants avaient des règles différentes dans chaque maison et pouvaient monter les parents les uns contre les autres. Elle voulait établir des attentes cohérentes pour que les enfants ne puissent pas échapper à la structure en changeant de maison. Nous avons passé 2 heures dans ce café à créer une liste commune de règles et de conséquences. Les exigences en matière de corvée étaient les mêmes dans les 2 maisons, y compris les tâches spécifiques que les enfants devaient accomplir quotidiennement et hebdomadairement. Les limites de temps d'écran correspondaient, donc les enfants ne pouvaient pas se gaver d'écran chez un parent après avoir été restreints chez l'autre. Les conséquences pour le mensonge ou le vol étaient identiques, peu importe où le comportement se produisait. Les heures de coucher, les attentes concernant les devoirs et les normes de communication respectueuses étaient toutes alignées entre les foyers. Quand nous avons récupéré les enfants à la fête et leur avons parlé du nouveau système coordonné, ils se sont plaints tous les 2 immédiatement. Manon a dit que ce n'était pas juste qu'elle ne puisse pas avoir des règles différentes chez maman. Corentin a dit qu'il se liguait contre lui, et que Karine était censée être le parent cool. Karine leur a dit fermement que c'est exactement le but. Ils ont besoin de stabilité et de structure partout, pas du chaos dans une maison et de règles dans l'autre. Avoir tous les adultes sur la même longueur d'onde signifiait qu'ils ne pouvaient plus manipuler ou échapper aux attentes. 4 mois après mon faux voyage d'affaires, Manon est rentrée de l'école avec son bulletin. Elle est entrée dans la cuisine où Guillaume et moi préparions le dîner et a posé le papier sur le comptoir sans rien dire. Ses notes s'étaient améliorées, passant de notes médiocres à des notes correctes et un très bien. La note de conduite montrait un meilleur comportement et les commentaires du professeur mentionnaient que Manon participait davantage en classe et était respectueuse envers les autres élèves. Manon restait là à essayer de faire comme si elle s'en fichait, mais je voyais bien qu'elle était fière d'elle. Guillaume a regardé le bulletin et lui a dit qu'il était fier de ses efforts et de l'amélioration qu'elle avait faite. Il n'en a pas fait trop avec des éloges excessifs ou des récompenses pour avoir répondu aux attentes de base comme il l'aurait fait avant. Il a juste reconnu son travail de manière appropriée et a dit qu'il espérait qu'elle continuerait comme ça. Manon a hoché la tête et a repris le bulletin, et j'ai vu un petit sourire sur son visage alors qu'elle montait à l'étage. Quelques jours plus tard, Corentin a demandé de l'aide à Guillaume pour un projet scolaire au lieu de simplement ne pas le faire ou de mentir en disant qu'il était fait. Guillaume s'est assis avec lui à la table de la cuisine et ils ont travaillé étape par étape. Guillaume posait des questions pour aider Corentin à réfléchir au problème au lieu de simplement lui donner les réponses. Corentin a vraiment écouté, pris des notes et travaillé sérieusement sur le projet pendant plus d'1 heure. Je l'ai regardé depuis le salon où je lisais et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. C'était la première fois que je les voyais interagir en tant que parents et enfants de manière saine depuis que je les connaissais. Guillaume éduquait vraiment, fixait des attentes et aidait Corentin à les atteindre. Corentin était vraiment un enfant qui avait besoin de conseils au lieu d'un manipulateur travaillant son père. Cela m'a donné l'espoir que peut-être les changements allaient vraiment tenir. La thérapeute familiale a fait une séance de bilan la semaine suivante avec nous 4. Elle a dit, nous avons fait des progrès significatifs au cours des derniers mois, mais je recommande de poursuivre la thérapie pendant au moins 6 mois supplémentaires. Elle a expliqué que les enfants développaient des compétences d'adaptation plus saines et apprenaient à communiquer leurs besoins au lieu de manipuler pour obtenir ce qu'ils voulaient. Guillaume maintenait les limites de manière cohérente, ce qui donnait aux enfants une sécurité même lorsqu'ils luttaient contre la structure. Elle a souligné que c'était les fondations d'un changement durable,
mais que la famille avait besoin d'un soutien continu pour éviter de retomber dans les anciens schémas. Tout le monde a accepté de continuer à assister régulièrement aux séances. Cette nuit-là, après que les enfants soient allés se coucher, Guillaume et moi avons eu une conversation sérieuse pour savoir si j'étais prête à m'engager à rester dans le mariage. Il m'a demandé directement si j'avais décidé ou si j'envisageais toujours de partir. Je lui ai dit honnêtement que je voyais un réel changement se produire et que je me sentais prête à continuer à travailler pour reconstruire la confiance entre nous, mais j'avais besoin qu'il comprenne qu'un seul retour aux anciens schémas et c'était fini. S'il recommençait à trouver des excuses pour les enfants, à rejeter mes inquiétudes ou à choisir leur manipulation plutôt que notre partenariat, je partirais immédiatement. Je n'allais pas lui donner de multiples chances de prouver qu'il avait changé parce que je lui avais déjà donné 3 ans de chance avant mon faux voyage d'affaires. Il a dit qu'il comprenait parfaitement et qu'il savait qu'il avait une seule opportunité de montrer que les changements étaient permanents. Nous avons convenu de considérer cela comme une nouvelle relation commençant maintenant plutôt que d'essayer de réparer celle brisée d'avant. Guillaume a suggéré que nous renouvellions nos vœux en privé une fois que nous aurions atteint une année complète de schéma sain comme moyen de marquer le véritable début de notre mariage. J'ai été surprise de me retrouver à l'envisager réellement au lieu de dire non immédiatement. 1 an semblait être assez de temps pour savoir si les changements étaient réels ou juste un effort temporaire. Si nous tenions aussi longtemps avec une éducation cohérente et un soutien mutuel, peut-être qu'un renouvellement de vœux semblerait juste. Quelques semaines après cette conversation sur le renouvellement de nos vœux, Manon a frappé à la porte de ma chambre pendant que je pliais du linge. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte en triturant ses ongles et a demandé si je pouvais l'emmener acheter de nouveaux vêtements. J'ai dit bien sûr et j'ai commencé à attraper mon sac à main, mais elle m'a arrêté et a dit qu'elle voulait d'abord s'excuser d'avoir découpé mes vêtements il y a 3 ans. Elle a dit qu'elle savait que c'était méchant et qu'elle était désolée et qu'elle avait économisé son argent de poche pour aider à payer les remplacements. Je lui ai dit que j'appréciais les excuses et que nous pourrions certainement aller faire du shopping, mais qu'elle devait comprendre que les actions ont des conséquences même quand on est désolé plus tard. J'ai dit qu'elle pourrait utiliser son argent de poche pour payer la moitié de ce que nous achèterions et que je couvrirais l'autre moitié. Manon a hoché la tête et a semblé réellement d'accord avec cet arrangement au lieu de discuter comme elle l'aurait fait des mois plus tôt. Nous sommes allés au centre commercial ce samedi-là et elle a choisi ses vêtements soigneusement, vérifiant les étiquettes de prix et faisant des calculs mentaux pour déterminer ce qu'elle pouvait s'offrir avec sa part. C'était comme faire du shopping avec une vraie enfant responsable au lieu du cauchemar destructeur qui exigeait tout ce qu'elle voyait. La semaine suivante, Corentin est rentré de l'école l'air nerveux et est allé directement dans sa chambre sans son goûter habituel. Guillaume l'a remarqué et est monté voir comment il allait. Je les ai entendus parler à travers la porte, et Corentin a admis qu'il avait eu des ennuis pour avoir parlé pendant un contrôle. Guillaume est redescendu 20 minutes plus tard et m'a dit que Corentin s'attendait à ce qu'il appelle le professeur et trouve des excuses comme il le faisait avant. Au lieu de cela, Guillaume a eu une conversation calme sur ce qui s'était passé, pourquoi la règle existait, et quel meilleur choix Corentin pourrait faire la prochaine fois. Guillaume a dit que Corentin semblait presque soulagé d'avoir un père qui agissait comme un parent au lieu d'un ami qui couvrirait n'importe quoi. L'école a appelé le lendemain pour confirmer la conversation de Guillaume avec Corentin, et l'enseignante a dit qu'elle appréciait le front uni entre la maison et l'école pour la première fois depuis que Corentin était dans sa classe. 6 mois après mon faux voyage d'affaires, notre maison était enfin réparée. La nouvelle moquette dans la chambre de Manon était parfaite. La télévision de remplacement fonctionnait très bien, et tous les autres dégâts de ces 2 semaines étaient réparés. Les enfants réussissaient mieux à l'école avec des devoirs faits régulièrement et de meilleurs rapports de comportement. Guillaume avait maintenu les limites sans retour en arrière majeur, bien qu'il y ait encore des tests occasionnels qu'il gérait de manière appropriée. Je me suis surprise à me sentir prudemment optimiste quant à notre avenir ensemble pour la première fois depuis notre mariage. Je savais que nous devrions toujours rester vigilants quant aux anciens schémas essayant de revenir, mais les changements semblaient réels et durables plutôt qu'un effort temporaire. Guillaume et moi avons célébré nos progrès avec un dîner tranquille à la maison après que les enfants soient partis chez Karine pour le week-end. Il a fait des pâtes et nous avons mangé à la table de la cuisine avec des bougies, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis avant notre mariage. Il m'a dit qu'il était reconnaissant que je n'ai pas abandonné la famille, même quand j'avais le droit de partir. J'ai dit que j'étais heureuse qu'il ait enfin ouvert les yeux sur ce qui se passait réellement. Je lui ai dit que le regarder devenir le père dont ses enfants avaient réellement besoin au lieu de être juste leur ami m'avait fait tomber amoureuse de lui à nouveau d'une manière complètement différente d'avant. Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne et nous sommes restés assis là tranquillement à finir notre vin.
La maison semblait paisible d'une manière qu'elle n'avait jamais été pendant ces 3 premières années et j'ai réalisé que c'était ce à quoi une famille était censée ressembler. Je lui ai fait vivre exactement ce qu'il me faisait subir. J'ai épousé Guillaume il y a 3 ans après 2 ans de relation. Il avait 2 enfants de son précédent mariage, Corentin, qui avait 12 ans, et Manon, qui en avait 10 lorsque nous nous sommes mariés. Pendant la période où nous sortions ensemble, je ne voyais les enfants qu'un week-end sur 2, et Guillaume s'occupait toujours de tout. Il semblait assez gentil, peut-être un peu hyperactif, mais rien de fou. Guillaume parlait toujours de leur perfection, de leurs notes excellentes, de l'amour que leur portaient leurs professeurs, de la chance qu'il avait d'avoir des enfants aussi incroyables. Je pensais hériter d'une famille toute faite et parfaite. Dès la seconde où nous nous sommes mariés et où j'ai emménagé chez Guillaume, tout a changé. Les enfants sont passés de polis à de véritables cauchemars du jour au lendemain. Manon allait dans mon placard et découpait mes vêtements avec des ciseaux, puis disait à Guillaume que je lui avais donné la permission de les utiliser pour des projets artistiques. Corentin effaçait mes fichiers de travail de mon ordinateur portable et prétendait qu'il essayait juste d'aider à organiser. Il jetait de la nourriture sur les murs pendant le dîner, et quand je disais quelque chose, Guillaume riait et disait « Les enfants resteront des enfants ». Quand je lui montrais mes vêtements détruits, il disait « Manon était juste créative » et il m'en achetait de nouveaux. Quand j'ai perdu une promotion parce que ma présentation avait été effacée, il a dit que j'aurais dû mieux sauvegarder mes fichiers. Les enfants ont vite compris que papa ne croirait jamais qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Manon a commencé à dire aux enfants de l'école que je la frappais. Le directeur a appelé Guillaume, inquiet, et au lieu de demander à Manon pourquoi elle mentait, Guillaume m'a demandé si j'étais stressé et si j'avais peut-être attrapé Manon trop fort par accident. Corentin a commencé à voler de l'argent dans mon sac à main, et quand je l'ai pris la main dans le sac, Guillaume a dit que Corentin l'empruntait probablement et avait oublié de demander. Il a obligé Corentin à le rendre, mais lui a aussi donné 20 € pour avoir été honnête à ce sujet. J'ai essayé d'en parler à l'ex-femme de Guillaume, Karine, mais elle a juste ri et a dit « bonne chance ». C'est pour ça que je l'ai quitté. Elle m'a dit que Guillaume avait été pareil pendant leur mariage, trouvant toujours des excuses pour les enfants, ne la laissant jamais les discipliner. Elle a dit que les enfants étaient différents chez elle parce qu'elle avait de vraies règles. Cela m'a donné une idée. J'ai commencé à planifier un voyage d'affaires qui durerait 2 semaines. J'ai dit à Guillaume que je devais aller à Lyon pour un projet majeur. Il a dit, pas de problème. Il gérerait tout avec les enfants. La veille de mon départ, j'ai eu une conversation avec Corentin et Manon. Je leur ai dit que pendant mon absence, ils pourraient faire tout ce qu'ils voulaient puisque papa ne les arrêterait pas de toute façon. Les yeux de Manon se sont illuminés, et elle a demandé si elle pouvait peindre sa chambre en noir. J'ai dit que papa adorerait probablement voir à quel point c'était créatif. Corentin a demandé s'il pouvait inviter des amis tous les soirs. J'ai dit que papa trouverait génial qu'il soit si sociable. Je suis parti pour mon voyage, qui consistait en fait à rester chez ma sœur à l'autre bout de la ville. Guillaume m'a appelé le premier soir, paniqué, parce que Manon avait versé de la peinture noire sur toute la moquette de sa chambre en essayant de peindre les murs. Il a demandé comment enlever de la peinture de la moquette, et j'ai dit que je ne savais pas, peut-être qu'il devrait appeler un professionnel. Il a dit que ça coûterait des centaines d'euros, et je lui ai rappelé que Manon était juste créative, comme il le disait toujours. Le deuxième jour, Corentin a invité 8 amis qui ont cassé la télévision de Guillaume en jouant trop brutalement aux jeux vidéo. Guillaume a appelé pour demander si l'assurance habitation couvrait cela. J'ai dit de vérifier la police, mais je lui ai rappelé à quel point il devait être heureux que Corentin ait autant d'amis. Au 4e jour, les enfants avaient compris que papa ne les punirait toujours pas, même sans moi. Manon a jeté les clés de voiture de Guillaume dans les toilettes et a tiré la chasse parce qu'il ne voulait pas l'emmener chercher une glace à 22 h. Corentin a dit à son professeur que Guillaume avait dit que les devoirs étaient stupides et qu'il n'avait plus besoin de les faire. L'école a appelé Guillaume, furieuse, et il a dû s'y rendre pour une réunion parents-prof où ils lui ont montré 8 devoirs manquants. Guillaume m'a appelé en pleurant pour me dire que les enfants étaient hors de contrôle. J'ai demandé ce qu'il voulait dire, puisque ses enfants étaient des anges parfaits. Il a dit que je ne comprenais pas à quel point c'était difficile de tout gérer seul. J'ai dit qu'il avait probablement raison, et que peut-être les enfants ne faisaient que s'exprimer. La 2e semaine a été encore pire. Manon s'est coupé les cheveux en crête iroquoise parce qu'une fille à l'école avait dit que ça ferait cool. Quand Guillaume a paniqué, elle a pleuré et a dit qu'il était méchant et que maman lui manquait. Guillaume m'a appelé en sanglotant pour me dire que Manon avait dit qu'elle me préférait.
Corentin a été suspendu pour avoir vendu son déjeuner à d'autres enfants et gardé l'argent, puis avoir menti à ce sujet. Le directeur a dit à Guillaume que c'était un schéma comportemental qu'ils observaient et qu'ils étaient inquiets du manque de discipline à la maison. Quand je suis revenu après 2 semaines, la maison était détruite. Les cadres de porte de la cuisine portaient d'épaisses traînées de peinture noire, et l'écran de télévision du salon montrait une toile d'araignée de fissures s'étendant depuis le centre. Guillaume était assis sur le canapé, pleurant la tête entre les mains, entouré par les débris de 2 semaines sans moi comme tampon. Les enfants étaient chez Karine pour le week-end, ce qui était la seule raison pour laquelle Guillaume avait accepté que je revienne. Il m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés et m'a dit qu'il avait enfin compris. Il comprenait enfin ce que j'essayais de lui dire depuis 3 ans. Je n'ai pas ressenti le triomphe auquel je m'attendais. Au lieu de cela, je me sentais épuisé et triste qu'il ait fallu détruire notre maison et manipuler ses enfants pour lui faire voir la vérité. Nous avons passé la première heure à marcher dans la maison pour cataloguer les dégâts pendant que Guillaume expliquait chaque incident d'une voix sourde. La peinture noire incrustée dans la moquette de Manon coûtait 750 € rien que pour tenter un nettoyage. La télévision cassée valait 1400 €, et le plombier demandait 280 € pour récupérer ses clés de voiture dans les toilettes. Guillaume m'a dit que le pire n'était pas les dégâts matériels, mais le moment où le directeur de l'école l'avait traité de parents négligents élevant des enfants malhonnêtes. Il avait toujours cru que les enseignants adoraient ses enfants, que tout le monde les voyait comme des anges parfaits, et le fait de voir cette illusion brisée avait cassé quelque chose en lui. J'ai demandé à Guillaume ce qu'il voulait faire maintenant, s'il voulait que je déménage définitivement, ou s'il pensait que nous pouvions arranger ça. Il a dit qu'il ne savait pas, mais qu'il avait besoin que je comprenne qu'il était sincèrement désolé de m'avoir fait me sentir folle et seule pendant 3 ans. La mère de Guillaume, Liliane, a appelé ce soir-là parce que l'école l'avait contacté comme contact d'urgence quand il n'avait pas pu joindre Guillaume pendant la suspension de Corentin. Elle a exigé de savoir ce qui se passait et pourquoi ses petits-enfants parfaits étaient soudainement en crise. J'ai regardé Guillaume essayer d'expliquer la situation à sa mère et lui dire enfin la vérité au lieu d'inventer des excuses. Liliane a été réduite au silence par le choc quand Guillaume a admis que les enfants étaient hors de contrôle depuis des années et qu'il refusait de le voir parce qu'admettre qu'il n'était pas parfait donnait l'impression d'admettre qu'il avait échoué en tant que père. Liliane a insisté pour venir le lendemain voir la maison et nous parler à tous les deux. Guillaume a accepté parce qu'il était trop épuisé émotionnellement pour discuter, et je pense qu'une partie de lui voulait que ses parents soient témoins de ce qu'il voyait enfin. Quand Liliane et son mari Julien sont arrivés le lendemain matin, leur choc devant l'état de la maison était évident. Julien a traversé chaque pièce en secouant la tête tandis que Liliane s'asseyait lourdement sur le canapé et demandait à Guillaume depuis combien de temps cela durait. Guillaume s'est effondré à nouveau, racontant tout à ses parents, les vêtements découpés, les fichiers de travail effacés, l'argent volé, les fausses allégations de maltraitance à l'école. Liliane m'a regardé avec quelque chose ressemblant à de l'horreur et s'est excusée pour toutes les fois où elle avait rejeté mes inquiétudes en disant que j'étais trop strict ou que je ne comprenais pas les enfants. Julien a posé la question pratique, quel est le plan pour régler la situation ? Guillaume a admis qu'il n'en avait pas, au-delà de savoir que tout devait changer, et j'ai ajouté que je n'étais pas sûr que le mariage puisse survivre, même si la situation parentale s'améliorait. Liliane a suggéré une thérapie familiale immédiatement et a proposé de la payer puisque c'est en partie sa faute pour avoir élevé Guillaume en lui faisant croire que les enfants ne devraient jamais être disciplinés. Guillaume a semblé surpris que sa mère prenne ses responsabilités, et j'ai réalisé que c'était la première fois que je voyais quelqu'un de sa famille reconnaître une erreur. Nous avons programmé une séance de thérapie familiale d'urgence pour la semaine suivante, mais la thérapeute voulait d'abord nous rencontrer, Guillaume et moi, seuls. J'ai accepté parce que j'avais besoin d'une partie neutre pour m'aider à déterminer si je voulais même essayer de sauver ce mariage. Karine m'a appelé directement ce soir-là, ce qui m'a surprise car nous nous étions à peine parlé depuis notre première conversation. Elle a dit que les enfants étaient venus chez elle en parlant de la façon dont papa agissait bizarrement et était méchant maintenant, et elle voulait savoir ce qui s'était passé pendant mon voyage d'affaires. J'ai dit la vérité à Karine sur le faux voyage et mon plan pour forcer Guillaume à vivre ce que je subissais. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a dit qu'elle aurait aimé y penser pendant son mariage. Peut-être que cela lui aurait épargné des années de misère. Karine a proposé de garder les enfants une semaine supplémentaire pendant que Guillaume et moi essayions de comprendre les choses. Et elle a aussi proposé de me soutenir auprès de la thérapeute concernant les schémas comportementaux des enfants. Je suis surprise par son soutien, mais reconnaissante car avoir l'ex-femme qui confirme les problèmes rend plus difficile pour Guillaume de retomber dans le déni. La première séance de thérapie a été brutale.
La thérapeute n'a laissé Guillaume rien minimiser ni excuser, et elle ne m'a pas non plus épargné pour avoir manipulé les enfants dans le cadre de mon plan de vengeance. Nous sommes tous deux repartis à vif et incertains. Mais la thérapeute a dit que cet inconfort signifie que nous traitons réellement de vrais problèmes au lieu de faire semblant. Guillaume a commencé à faire des recherches obsessionnelles sur les stratégies parentales et les articles de psychologie infantile, ce qui serait encourageant sauf qu'il continue d'essayer de me raconter tout ce qu'il apprend comme si c'était une information toute nouvelle. Je dois lui rappeler que je lui dis exactement ces choses depuis 3 ans, et qu'il me traitait de trop strict. Les réparations de la maison ont commencé par le remplacement de la moquette dans la chambre de Manon, et Guillaume a physiquement tressailli en faisant le chèque. Je n'ai pas pitié de lui car c'est une conséquence naturelle de n'avoir jamais fixé de limite, et peut-être que la douleur financière le motivera à maintenir les changements. Karine a ramené les enfants après 9 jours d'absence, et le changement d'attitude de Guillaume quand ils sont entrés a été immédiat. Il est nerveux et incertain au lieu de son indulgence habituelle, et les enfants le remarquent tout de suite. Manon se jette sur Guillaume dès qu'elle franchit la porte, enroulant ses bras autour de sa taille et lui souriant avec ses grands yeux qui lui permettent habituellement d'obtenir tout ce qu'elle veut.